Il y a une forme de cynisme qui est venue, que je n'avais peut-être pas il y a quelques années, qui ne doit pas se transformer en désespoir non plus. Non, bien sûr, c'est un devoir de rester optimiste. Voilà, il y a une part de moi qui veut rester optimiste et qui continue de faire des choses, évidemment, sinon je reste chez moi et puis voilà. Mais il y a eu, notamment vers 2018, donc moi, pour l'histoire, donc à l'époque, j'étais président de la chaîne Tech, donc qui était l'ancêtre, entre guillemets, de la DAN, et donc je participais énormément à tout ce qui a été discussion réglementaire, fiscale, machin. Et on avait eu en 2018, alors 2018 était une année un peu charnière parce qu'elle a commencé en janvier avec Emmanuel Macron qui disait Bitcoin c'est le shadow banking. Ok. Ensuite, nous on s'est pas mal activé en coulisses pour rencontrer, envoyer des notes, etc. Machin. Donc on a envoyé des notes notamment à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et soudainement on est passé, alors j'espère qu'on y a joué un rôle, mais en tout cas 2 mois plus tard en mars, on avait la tribune de Bruno Le Maire qui disait la France doit être la blockchain nation. Donc on se disait bon ok, on est passé de shadow banking à blockchain certes, mais blockchain nation, ok. Où on a retrouvé un certain nombre d'éléments de langage de ce qu'on lui avait envoyé dans sa tribune. Donc on s'est dit bon, on a quand même joué un rôle. Ensuite 3 mois plus tard, Bruno Le Maire, il faisait un petit déjeuner à Bercy avec les entrepreneurs crypto pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc moi, à ce moment-là, j'étais très optimiste, très positif. Optimiste, ouais. Voilà, on est sur la bonne pente, ça y est, il y a des gens qui sont en train de s'en rendre compte. Il reste des trucs à changer, mais on va y arriver. Et puis on a eu, donc évidemment, tout le monde peut s'en douter, tout le monde a reporté le fait typiquement que voilà, on peut être la blockchain nation, mais sans compte en banque, ça va être compliqué. Et on a eu cette discussion lunaire en juillet, je crois, 2018. On était dans une salle assez grande et il y avait tout le monde quoi, au sens pouvoir public. Donc il y avait du Tracfin, de la CPR, de l'AMF, Caisse des dépôts, tout ce que tu veux. Évidemment Bercy, DG Trésor. Et puis il y avait quelques acteurs de l'écosystème. Donc il y avait de mémoire, il y avait Coinhouse, Ledger et nous. Et puis il y avait la FBF, évidemment. Et je pense que ce moment-là était un petit peu un moment charnière parce que tout le monde était là pour être constructif. C'est-à-dire que vraiment la première question posée par le Trésor, c'était on a remonté les problèmes quoi. On a vu que on n'arrivait pas à ouvrir des comptes, donc messieurs dames de la FBF, qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui vous manque pour ouvrir des comptes? Et on a eu droit à 2 heures de violoncelle. C'était oui, mais en fait, d'abord, je voudrais poser une question. Comment vous gérez l'homonymie dans vos fichiers? Oui, mais d'abord, j'ai une autre question, machin. Et donc, passé 2 heures à esquiver le sujet. Et à chaque fois, les pouvoirs publics relançaient en disant bah oui, mais là, on a des gens qui peuvent pas ouvrir des comptes. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? Sans déconner, la réunion a duré 2 heures, 2 heures et demie. On n'a pas répondu à la question en 2 heures et demie. Et en sortant, les représentants bancaires étaient très contents d'avoir réussi à repousser le sujet ad vitam aeternam. Donc là, déjà, tu prends un coup, tu te dis, ok, donc il y a clairement au moins une des parties prenantes qui n'est pas là pour faire avancer le débat. C'est un panier de crabes. Voilà. Par la suite, les discussions continuent. D'ailleurs, il y avait eu le groupe de travail quelques années après, où il y a eu le groupe de travail qui a travaillé pendant 1 an, et à la fin, la FBF s'est sortie et s'est désolidarisée en disant... Ce sont les banques, voilà, tout à fait, Fédération bancaire française. Qui sont vraiment à dissocier, c'est-à-dire que y a une forme de jeu politique où les banques individuellement, tu prends un banquier random, il a tendance à être plutôt favorable aux cryptos. Mais effectivement, il y a un niveau politique au-dessus qui lui est 100% défavorable, franchement hostile, et qui est, parce qu'on s'attaque souvent à la réglementation en disant c'est pas bien, faut pas réglementer, machin, le principal responsable, ce n'est pas la réglementation depuis des années. Typiquement, les comptes en banque, c'est pas la réglementation. Parce que la réglementation dit déjà que c'est obligatoire d'avoir des comptes en banque, c'est juste qu'il y en a qui ne suivent pas. Après, on a eu donc cette réunion, et effectivement, moi, ça participe un petit peu à mon cynisme à ce moment-là, me disant, ok, donc en fait, tout va pas aller dans le bon sens. Et on a eu une forme de deal un peu qui a été fait dans les mois suivants, un deal officieux qui était de dire, si on vous sort une loi pacte avec un statut, un agrément, un machin, vous n'avez plus aucune raison d'ouvrir des comptes, de ne pas ouvrir des comptes, puisque c'est le régulateur qui prendra la responsabilité de valider le truc. Et bon, on connaît la suite, c'est-à-dire que même les boîtes certifiées bien sûr, faire leur compte. Et donc effectivement, il y a un côté où le niveau de cynisme est monté parce que je suis pas complètement dupe et je continue de l'avoir dans les discussions. Je sais que ce genre de jeu existe et il faut essayer de passer par d'autres moyens. Et mon combat principal, c'est que je pense que le politique réagit majoritairement lorsqu'il y a un marché électoral en face. Le marché électoral, il dépend du combat culturel. C'est-à-dire, combien de gens sont persuadés que c'est important d'utiliser Bitcoin? Donc je m'adresse plus
aux gens, au grand public, voilà. qui sont là. Bonjour. Et en espérant que ça va changer les choses. Et ça marche. J'allais dire, je terminais par là pour cette question, mais c'est ce que je disais hier en keynote, mais aujourd'hui, je vois quelque chose chez les acteurs bancaires que je ne voyais pas il y a encore 6-8 mois, qui est qu'ils disent tous, on a une pression commerciale. Oui. Mais c'est quelque chose de beau et de très efficace. Non, mais je pense d'ailleurs que on a fait le sondage Ipsos en début d'année. Oui, je me souviens. Sur les Français, exactement 8%. Mais quand on va au-delà de ce chiffre, qui est évidemment le chiffre phare, il y avait une partie qui a beaucoup intéressé les acteurs bancaires, qui est qu'on a demandé aux Français qui ont des cryptos, vous êtes chez qui ? Et alors là, c'était quoi ? Et alors là, en fait, on a certains acteurs bancaires, ils perdent 75% de part de marché. Mais écoute, à un moment donné, à force d'être bête, il faut bien que ça ait des conséquences. Il faut avoir une prime à la sagacité et une pénalité à la bêtise. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est pas forcément être bête, c'est une question de. Bête et méchant. Non, c'est une question de. Ouais, comme Harakiri. Non, c'est une question de risk-reward, une notion que les. Oui, mais que parfois, faute d'information, tu ne peux pas avoir. Bien tu sûr. peux avoir un marché énorme qui est dans un angle mort. Et bien sûr, mais ça c'est l'angle mort principal de la plupart des entreprises françaises, c'est qu'elles sont incapables de penser le long terme parce qu'elles sont trop occupées à avoir la tête dans le guidon. Donc effectivement, quand il y a un marché qui est petit, mais qui a une était petit, parce que qui est très très petit, mais qui a une possibilité demain d'être énorme, ils ont tendance à le voir que quand c'est énorme. Ouais, mais le marché crypto, je pense qu'il était petit il y a des années. Je sais pas s'il est réellement petit actuellement. En fait, par rapport aux autres marchés. Si tu es directeur d'une grande banque française aujourd'hui. Et toi, tu as beaucoup échangé d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a 2 ans, par exemple, tu as. Déjà, tu as la pandémie à gérer. Tu as 40% de tes coûts, c'est de la compliance. Tu as des amendes qui tombent dans tous les sens si jamais tu fais n'importe quoi. Tu as le marché obligataire, tu as le marché Forex, tu as le marché. Tu as les retail, tu as 30 millions de clients. Et là, on vient te dire, en fait, il y a un truc dont les médias disent tous les jours, c'est le terrorisme, c'est le blanchiment, c'est machin, qui pèse en soi pas grand-chose. Eh bien, alors je reviendrai sur toi, je te challengerai sur ça, parce que moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, ça, c'est la vision. Je suis sûr que toi, tu trouves le marché crypto très beau et à grand potentiel. Mais même actuellement, si tu regardes les volumes d'échanges, par exemple, tu prends Binance, c'est une société qui n'existait pas en 2017, qui fait des volumes d'échanges de 20 milliards par jour. C'est pas négligeable. C'est pas du tout négligeable, c'est ce que j'essaie de leur raconter, effectivement. Mais là, je faisais la partie. D'accord. Quand tu ne connais pas le marché et qu'on en parle pour une première fois en tant qu'acteur bancaire, tu te dis, c'est des rigolos, en fait. Donc, attention, ils vont se faire racheter par des rigolos. Je pense, en fait, en début d'année, ça a été annulé finalement, mais pour moi, là, il y a eu une succession d'événements. Il y avait eu le sondage qui a pas mal marqué l'esprit, mais il y avait eu aussi en janvier un acteur crypto qui voulait racheter une banque allemande. Oui, c'est vrai, je me souviens plus. La banque Van der Heydt. Okay. Et en fait, ça c'est pareil, c'est qu'il y a effectivement une forme de sortie de naïveté où la plupart des acteurs financiers, ce qu'ils se disent, c'est au pire, je rate le marché, c'est pas grave, je sortirai le chéquier et j'achèterai un acteur. Oui. Et en fait, j'essaye de leur dire, vous ne savez pas qui sortira le chéquier en fait. Ouais. Parce que dans le tas, effectivement, Binance, en 5 ans, ils ont plus que vous. Ils ont des gros chéquiers, ouais. Mais en règle générale, l'incrédulité, elle est plus forte. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je disais, Binance, il pèse plus que vous, Coinbase, c'est une valo à temps, etc., c'est 100 millions de clients, c'est plus que n'importe quelle banque européenne. Il y en a certains qui disent, ah oui, effectivement, c'est intéressant. Puis il y en a d'autres qui disent, toutes les valos sont déconnantes en ce moment, ça veut rien dire. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Oui. Mais bon, ça fait son bonhomme de chemin. Ok. Mais tu vois une progression quand même. Donc, tu as eu des phases de succès, de retour de bâton, et ça progresse. Et finalement, ce sont par les individus, par tout le monde. Les crypto-monnaies appartiennent à ceux qui s'en servent. Et à force de vouloir s'en servir, d'autres acteurs plus gros bougent. Donc, c'est un effet de domino. C'est un effet de domino. Aujourd'hui, globalement, ceux qui s'intéressent à servir ce marché, les acteurs français sont en train de réfléchir globalement aux mêmes stratégies que les acteurs américains il y a maintenant 1 an ou 2, c'est-à-dire on va ouvrir à la banque privée d'abord. On veut cibler, je vais caricaturer, mais le jeune millénial qui a vendu sa start-up, qui a de l'argent, qui ne sait pas quoi en faire, aujourd'hui, il a une appétence pour les sujets crypto que les banques ne servent pas. Donc, elles perdent ces gens-là. Et elles ne peuvent pas se permettre de les perdre parce que le jeune millénial urbain, nommé CSP+, normalement, c'est le gars que tu veux avoir chez toi à 40 ans. Donc, si tous ils s'en vont, en fait, tu te retrouves avec plus que des clients qui ne sont pas renouvelés, entre guillemets. Donc, ils ne peuvent pas les laisser s'échapper. Aujourd'hui, c'est les discussions qu'ils ont dans les acteurs bancaires en règle générale.
Ok, mais je suis très content. J'ai progressé moi en tout cas dans ma pensée grâce à tes réponses et justement donc dans ce dialogue entre institutions financières et finalement c'était plus les institutions financières qui freinent des cas de fer que finalement le régulateur qui était plutôt dans une approche on va dire ouverte. Le régulateur il est dans la peau du régulateur, il veut réguler. Donc mais pour moi c'est pas tout à fait neutre mais parce que j'ai pas dit que c'était neutre. Moi, je suis pas fondamentalement libertarien, donc j'ai pas de problème avec le concept de réglementation. Par contre, tu auras lu ce que j'ai écrit, j'ai un problème avec le curseur. Le curseur, il est mis beaucoup trop loin pour moi. Mais aujourd'hui, on se focalise sur Mika, qui avait des trucs complètement délirants. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de boîtes aujourd'hui, c'est pas Mika. Ouais, non, mais c'est ce que je dis. Donc, historiquement, c'est pas le régulateur qui est le principal responsable. On a vu, et la plupart des gens qui ont travaillé avec s'accordent à dire à 80% qu'il est plutôt accueillant, qu'il est plutôt avec une volonté de compréhension, mais que il peut pas tout faire non plus, quoi. Ça mène quand même vers ma deuxième question qui, elle, est plus réglementation. Moi, pareil, j'ai des moments d'euphorie et j'ai des crises de foi. C'est vrai que souvent, moi, je vois la réglementation plutôt comme un frein à l'adoption parce que ce que je souhaite, c'est l'adoption. Et effectivement, par le jeu de l'adoption, une fois qu'elle a passé un certain seuil, je veux dire, elle devient un pouvoir, politique. Ça rejoint la théorie, comment ça s'appelle, des choix publics. Je pense où le comportement, en fait, finalement, des décideurs politiques est proche de celui d'un acteur économique où en fait qu'est-ce qu'il cherche, c'est se faire réélire et finalement s'il n'y a pas un marché électoral derrière, ce sont des non-sujets. Et là effectivement ce que tu souhaites toi c'est que les cryptos deviennent un sujet notamment par l'adoption. Ouais. On n'a pas eu de chance en début d'année, même si c'est des sujets un peu graves, mais je pense qu'au moment où on a fait le sondage, où on a sorti ça à Bercy, où on a eu le soutien du secrétaire d'État, etc., on avait une fenêtre de tir de 10 jours pour que les cryptos deviennent un des sujets de la campagne. On avait les candidats qui allaient visiter Ledger. Oui. Ça allait devenir, au moins, on aurait eu 2-3 déclarations de candidats, il y en a un qui pense ça, l'autre qui pense ça, etc. Et ce serait devenu un vrai sujet. On a eu la guerre. Oui, non, mais bien sûr. Ça passe au second plan, ce qui est normal. Donc on a eu cette malchance-là en termes de timing d'un point de vue adoption. Maintenant, la question que tu poses sur la réglementation, pour moi, c'est quelle adoption ? Effectivement, on pourrait souhaiter que l'adoption de Bitcoin, ce soit 100% de gens qui ont leur propre node et qui font ça. La réalité, on n'en est pas là. Ça ne se passera pas comme ça. Et je fais référence souvent à un speech de Laurence Lessig. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais... Donc c'est l'avocat américain qui est à l'origine de l'expression Code is Law. Voilà, et qui avait eu un speech qui m'avait pas mal parlé en 2015 déjà. 2015 à Sydney, pour ceux qui le retrouvent sur Internet, qui s'appelait Une impression de déjà-vu. Et en fait, la thèse, en gros, pour résumer son talk, c'est qu'il dit, en fait, les gars, moi j'étais là il y a 30 ans au début d'Internet. Et je ressens la même vibe, voilà exactement, d'avoir des gens qui disent, pour reprendre la déclaration du cyberespace, d'indépendance, on va être indépendant, on n'aura plus de lien avec le réel, les États pourront pas venir nous chercher, etc. On retrouve globalement la même chose. Alors ça fera partie de mes questions. Et ce que dit Laurence Lessig, c'est du déjà vu. Ne refaites pas les mêmes erreurs. La raison pour laquelle on s'est retrouvé avec des GAFAM et un Internet plus centralisé que jamais, c'est qu'en fait, la contrepartie en face, c'est-à-dire les cypherpunks, pour en gros faire court, n'ont pas voulu faire aucune concession. Et donc, du coup, se sont retrouvés cornerisés sur le darknet, pour la faire très courte, en gros. Je caricature un peu, mais l'Internet mainstream n'est pas celui qui aurait été souhaité. Et donc, il dit, refaites pas les mêmes erreurs, vous êtes dans le monde réel, vous allez avoir des interactions avec les gens, donc faites un pas dans cette direction-là, plutôt que de ne pas en faire et de laisser le champ libre à demain un Internet de la valeur qui sera dominé par 3 acteurs et tout le monde passera par ces trucs-là. Ouais, mais ça c'est un discours qu'il faudrait surtout faire à qui s'adresse-t-il Il s'adresse à un parterre de développeurs crypto. Ah ok, parce que je trouve que les concessions à faire sont dans les deux sens, c'est-à-dire au niveau peut-être des gens, mais au niveau des décideurs aussi, parce que souvent quand les acteurs économiques fuient, c'est sous le poids d'une norme, alors c'est pas vraiment la norme, tu disais c'est surtout le comportement des acteurs financiers, mais bon, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup de crypto-exchange français avec des volumes stratosphériques, donc, alors qu'on a des pionniers, je pense à Paymium qui était là avant tout le monde en 2011, quoi. Donc ok, mais alors moi j'avais cette crise de pessimisme et depuis hier soir sur une table ronde dont le sujet était l'indépendance monétaire des
des pays africains. Ça m'a redonné de l'espoir parce que je trouvais que cette tendance, tu vois, à la norme, par exemple, on en parlera, mais le KYC qui devient, enfin, cette volonté de contrôle, de tout réglementer, je trouve ça assez infernal et finalement, ça ne fait que décourager les gens en fait de s'impliquer parce que finalement, je veux dire, on invoque toujours la protection du consommateur, mais tu vois, en delà de certaines sommes, le consommateur il prend pas grand risque. Mais c'est surtout que à surprotéger, on déresponsabilise aussi. Et les gens ne sont pas des enfants, quoi. Il y a un moment donné où le curseur, il doit être posé. Enfin, c'est ce que je disais, il est allé trop loin. À partir du moment où on doit faire le KYC pour toute somme, sans suspicion, que tout est reporté aux autorités, etc. En fait, on se rapproche beaucoup plus d'un début de crédit social que d'une société de liberté. Et moi, ça m'inquiète un peu, ça. Donc, ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Non, mais par contre, il y a un côté, malheureusement, là-dessus, il faut être un peu cynique, il y a un côté systémique dans ce truc-là. C'est-à-dire que la notion de KYC, si tu la remets en cause, t'es borderline complotiste, quoi. Donc, mais malgré tout, quand tu vas dans un marché faire tes courses, tu fais des paiements en monnaie fiat, tu as des interactions économiques, et à aucun moment tu donnes à quelqu'un dans un stand, d'ailleurs que tu ne connais pas et qui ne connaît pas ton nom. C'est le manifeste de Cypherpunk qui disait bien, effectivement, lorsque tu achètes un magazine dans un kiosque, tu n'as pas besoin de lui donner ton adresse et ton identité. Ben non, et ce serait dangereux. Tu seras en train de donner à n'importe qui, et en plus avec les crypto-monnaies, c'est encore plus dangereux parce que je veux dire, tu peux ausculter. N'importe qui peut voir qu'est-ce qu'il y a sur cette adresse, donc on vient de chercher, tu vois. Là, tu prêches un convaincu, mais parce que quand je disais il faut être un peu cynique et il y a le côté systémique, c'est que en gros, à moins d'une catastrophe ou d'une remise en cause. Oui, le sens de l'histoire, c'est les dés sont jetés. Les dés sont pas jetés, mais là, on est allé trop loin dans le curseur pour qu'une simple conviction par la force des mots puisse nous faire changer et basculer. Donc il y aura, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas une fuite massive de données, des hacks dans tous les sens, mais il y en a, du contrôle, du machin, c'est te dire, c'est ancré. Il y a un côté, il y a besoin d'une grosse catastrophe pour que enfin un décideur public, c'est comme ce que j'allais dire, comme sur des sujets beaucoup plus lourds. Si tu prends le terrorisme, tant qu'il n'y a pas d'attentat, tout le monde s'en fout. Et le jour où il y a un attentat, flûte en fait, pareil, l'énergie. Donc en règle générale, comme le politique est habitué à gérer l'immédiat, s'il n'y a pas un gros événement marquant qui choque, qui marque les esprits, tu changeras pas de politique. Ouais, mais bon, pour moi, la probabilité d'un événement marquant, ce serait plutôt un abruti qui va faire des conneries avec des crypto-monnaies et donc un durcissement c'est effectivement vers ça qu'on va en général, malheureusement. Parce que, en fait, des fuites de données sensibles, il y en a eu plein. Les gens sont un peu anesthésiés maintenant, d'ailleurs. Voilà. Malheureusement. Mais le message d'espoir quand même que j'ai vu, c'est que donc j'ai regardé sur cette table ronde dédiée aux pays africains, il y avait des pays comme le Nigeria, où il y avait d'autres pays qui avaient une réglementation profondément hostile et une taux d'adoption de 42%. Fort, donc sur une population qui fait plus de 200 millions d'individus, il y en a 40% qui déclarent avoir acheté des cryptos ou s'en servir. Je crois que c'était tous les mois. Alors après, je me suis posé... Acheter, vendre, c'est monumental, c'est presque 100 millions de personnes. Moi, je prends les chiffres avec des voilà, c'est ce que je me dis aussi. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils sont valables? Parce que 42%, c'est tellement gros. J'ai envie d'y croire. Alors moi, j'essaye, je fais partie des gens qui essayent de regarder toujours les sources, les méthodologies, parce que typiquement, quand on a fait l'étude Ipsos Haddad machin, j'étais celui qui a dit non, on double l'échantillon, on fait pas ça, etc. Parce que je savais qu'il suffit d'un truc dans la méthodo qui déconne pour que les détracteurs disent ok, ce truc est à foutre à la poubelle. Donc nous, on a fait en sorte qu'il n'y a rien qui déconne, que les méthodologies soient conservatrices, etc., etc. Pour le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, en fait, ce qui va plutôt dans le sens d'y croire, c'est que typiquement, tu as des études qui sont faites sur plusieurs pays et qui vont trouver les mêmes chiffres. Qui sont convergentes. Qui vont dire la France c'est 8%, les États-Unis c'est 15%, et tu dis ok, d'autres études disent la même chose sur la France et les États-Unis. Et donc, quand cette étude te dit que le Nigeria est à 50%, tu as envie de dire pourquoi la méthode serait fausse au Nigeria. Mais en règle générale, ces études, quand tu gratouilles, tu n'as pas accès à la méthode. Et donc, ça reste, même si tu peux te dire par analogie. Non, mais le 42, il est peut-être fantasque. Il y en a qui disent 55, donc oui, mais il y en a d'autres qui disent 20. Donc, oui, mais on est plus à ça près, mais je pense que quand même, malgré tout, le taux d'adoption est supérieur. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et la réglementation est pire. Bien sûr. Et donc moi, je trouve qu'il y a un paradoxe. On pourrait s'attendre à ce que l'adoption suive la réglementation, et je vois qu'à un moment donné, je veux dire, quand l'outil répond à un besoin, donc typiquement les crypto-monnaies, ça répond à un besoin d'émancipation, eh bien les gens s'en servent. Ouais.
Et donc après, on peut atteindre ce que tu disais, c'est-à-dire que si tu as une adoption suffisante, tu vas pouvoir avoir un dialogue avec des acteurs qui, jusqu'à présent, étaient sourds. Le Nigeria, parlons-en, le Nigeria sort sa MNBC, whatever. Le Nigeria interdit le Bitcoin, le Nigeria, il y a 3 mois, ils étaient au Salvador pour parler d'inclusion financière et de Bitcoin. Donc, effectivement, il y a un côté où, à partir d'un seuil de gens qui l'ont adopté, tu ne peux plus ignorer le sujet. Donc tu es obligé de le traiter. Tu vas pas rendre illégal la moitié de ta population, c'est pas possible. Mais donc, au bout d'un moment, tu vas te faire destituer sinon. Voilà. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de. Mais par contre, il y a un saut conceptuel à faire et qui est pas facile. Encore une fois, c'était un des sujets de mon talk sur la souveraineté, c'est de dire beaucoup de pays préfèrent avoir leur monnaie, quitte à avoir 200% d'inflation, plutôt que d'avoir un étalon mondial neutre utilisable par la population. Parce que le fait d'avoir sa monnaie donne un contrôle sur l'économie. Bien sûr. Donc ce saut conceptuel-là, très peu de pays sont capables de le faire, très peu de gens sont capables de le faire. Le seul pays où je vois des gens qui sont entre guillemets capables de le faire, et c'est même paradoxal, c'est les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a une forme de tradition libertarienne, de tradition de la liberté d'entreprendre, etc., où ça peut être normal pour un candidat au sénatorial, etc., de dire, en fait, le dollar c'est nul, il faut que les gens reprennent la liberté sur la monnaie. Alors même que le dollar, ça doit être le facteur principal de la puissance américaine, mais tu as des politiciens qui sont capables de faire ce saut conceptuel parce qu'ils pensent en premier, entre guillemets, à l'usage par la population. Mais dans d'autres pays, en règle générale, le saut conceptuel va être très très difficile à faire. C'est peut-être les pays sans monnaie. Le Salvador, c'était pas tout à fait un hasard s'ils sont eux qui l'ont adopté. Ok, mais bon, écoute, de toute façon, dans tous les cas, c'est l'avenir qui nous dira. Mais c'est des paris hyper ambitieux, que ce soit le Salvador. La Centrafrique a retiré son projet de monnaie, mais Mais je crois que la réglementation, en revanche, est allée dans le bon sens. C'est-à-dire que ils font le Sango Coin, mais de ce que j'apprenais hier, c'est que le Bitcoin avait cours légal, ou en tout cas, on pouvait le. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cours légal, mais en tout cas. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont proposé Bitcoin monnaie cours légal. Oui. Sauf qu'ils appartiennent à une union monétaire. Oui. Donc l'union monétaire franc CFA Afrique centrale. L'union monétaire, évidemment, le lendemain a dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Sauf que à ce moment-là, alors de ce que j'en ai compris, il faudrait que je revérifie derrière, mais c'est que la présidence tournante de cette union monétaire était à la Centrafrique. Et donc du coup, elle s'est arrangée pour ne pas convoquer de réunion. Donc on ne peut pas me dire quoi que ce soit s'il n'y a pas de réunion. Mais cette présidence tournante finit par tourner, son nom l'indique. Et donc la réunion a été convoquée et on a dit à la Centrafrique, en fait, soit tu as Bitcoin monnaie légale, c'est ton choix, mais dans ce cas-là, tu ne fais plus partie de l'union monétaire et demain, il n'y a plus de francs CFA. Soit tu abandonnes Bitcoin. Et évidemment, la Centrafrique ne peut pas perdre sa monnaie du jour au lendemain. Ça a été très mal préparé, entre guillemets. C'est-à-dire que il y a une semaine avant, une semaine après, Bitcoin c'était nul et c'est devenu monnaie légale. C'était allé beaucoup trop vite, il n'y a eu aucune concertation. Le gouvernement même peut-être n'était pas au courant. Il n'y a pas de génie sans chaos. Il n'y a pas de génie sans chaos. Mais donc bref, donc tout ça pour dire que du coup ils ont fait le choix de dire on abandonne le projet de monnaie légale. Donc Bitcoin n'a pas de statut particulier en Centrafrique. Okay. Donc les gens peuvent l'utiliser, mais comme ils peuvent l'utiliser dans plein d'endroits. Et ça n'a pas cours légal. Maintenant, ils ont, j'allais dire, envoyé au calende dans la mesure où l'Union monétaire a dit ok, pour faire plaisir à la Centrafrique, on va réfléchir au sujet Bitcoin monnaie légale. Mais bon. Oui, c'est des discours politiques. Voilà. Mais moi, tu sais, moi, je fais plutôt partie des laisser-passer, laisser-faire. Hein, donc, si tu peux utiliser Bitcoin sans avoir des contraintes, être potentiellement persécuté, c'est déjà beaucoup pour moi. Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur la problématique du KYC, de l'anonymat et la résistance à la censure de Bitcoin. Et là aussi, pareil, moi je me pose des questions. Donc on prend toujours un Bitcoin résistant à la censure. Je pense que c'est vrai, mais la censure étatique à très haut niveau, je suis pas 100% convaincu. Disons que Bitcoin continuerait toujours à exister, mais pour moi, les États ont le potentiel d'impacter son cours drastiquement. Par exemple, on parle souvent du paiement. Le paiement, qui est un des usages classiques de la monnaie, voilà, avec le 4e qu'on a rajouté, le contrôle des populations. Mais le paiement, c'est moins une problématique technique que réglementaire. Enfin, en tout cas, à mon sens. Aujourd'hui, oui. Ouais, disons que le paiement marche très bien avec Bitcoin et en plus, il y a du Lightning qui se développe, etc. Mais si du point de vue du commerçant, c'est un enfer déclaratif et du point de vue du consommateur, la même chose, le paiement va avoir du mal à se développer. C'est-à-dire que la technique ne fait pas tout. Et donc, les États, de fait, et là, je pense, c'est pas forcément Bitcoin, c'est aussi Ethereum, mais on va voir Ethereum avec Tornado Cash et les stablecoins. Stablecoins qui ont une part de marché énorme
sur Ethereum, bon, l'USDC et même l'USDT sont quand même très soumis à la réglementation. Et en fait, l'évolution, par exemple, des protocoles par fork, disons que si une nouvelle évolution des protocoles vers plus de vie privée était proposée par les développeurs, mais que les régulateurs estimaient qu'ils terminent en prison, que c'est illégal, en fait, c'est la majorité économique qui décide de l'évolution des protocoles décentralisés, et cette majorité économique, les exchanges centralisés en font partie, les stablecoins en font partie, et sur ces deux acteurs-là, le régulateur a une emprise très forte. Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment résistants à la censure. Non, en fait, c'est jamais manichéen. Autant qu'on le dit, en fait. Voilà, autant qu'on le dit. Mais moi, je précisais, fut un temps, je précisais dans toutes mes formations la phrase en disant à la force de son consensus. Mais en fait, après, rapidement, ça perdait les gens. C'est ciblé, hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent c'est inarrêtable, point. C'est pas vrai, il n'y a rien qui est inarrêtable. Si je prends 100% des nœuds, je peux l'arrêter. Donc c'est inarrêtable à la force du consensus, qui déjà est beaucoup plus précis, parce qu'une blockchain avec 3 nœuds, c'est inarrêtable à la force du consensus, c'est-à-dire rien. Donc c'est pas inarrêtable. Mais je pense pas que ce soit l'attaque qui mèneront. Je pense pas que l'attaque qu'on veut craindre avec Bitcoin ou même Ethereum. 51%. Là, voilà. C'est un exemple. C'était pas de dire ça, mais non, pour revenir sur le sujet des. Prenons les stablecoins en particulier. Aujourd'hui, on est dans une phase d'adoption où typiquement, moi, quand je parle à un groupe international, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, ça va être tout ce qui est NFT, marketing, créer des communautés, des groupes, etc. Et engager ces communautés. Alors évidemment, il y a un aspect purement communication, mais souvent c'est plus dans une démarche de j'ai un outil numérique qui me permet de gérer des clubs, des memberships, de donner des avantages, des privilèges et d'engager avec une communauté de gens qui sont intéressés par ma marque. Et ça, c'est quelque chose dont tout le monde a envie en tant que marque. Bien sûr. Donc il y a un gros intérêt pour les NFT. En règle générale, cet intérêt, alors c'est pas toujours les NFT, mais disons, prenons l'exemple que ça commence par ça, derrière, il déroule toute une série de problématiques. C'est-à-dire que tu as une direction métier qui veut sortir un NFT. En règle générale, la direction financière arrive et dit c'est quoi ce bordel ? Comment je le comptabilise, comment je le gère, comment je le sécurise, etc. Et donc, mécaniquement, se fait une éducation de la direction financière. Donc les NFT ont déjà, je parle aux maximalistes, ont déjà au moins un avantage assez intéressant, c'est que beaucoup de gens rentrent dans les cryptos par la porte des NFT. C'est vrai, oui. Et d'ailleurs, dans le même sondage qu'on avait fait en janvier, il y avait quand même la moitié des gens qui disaient avoir des NFT qui n'étaient même pas au courant que c'était de la crypto. Parce qu'il y en avait 2% qui avaient dit j'ai des NFT, et il y en avait un point là-dessus qui avait répondu non à la question est-ce que vous avez de la crypto. Je ferme la parenthèse. Mais j'avais un point sur la NFT, je suis très content que tu l'abordes. C'est intéressant. Bon bref, en tout cas, du coup, cette direction financière qui se retrouve avec des NFT à gérer, elle doit gérer la détention, donc portefeuille, généralement multisignature parce que c'est une entreprise. Donc c'est la technique. De la technique, mais c'est de l'éducation aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu dois prendre le self-ownership de NFT, c'est une responsabilité. Tu es en train déjà de faire un petit pas dans la crypto. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, une fois que tu as ton multisig, une fois que tu comprends qu'il faut payer les frais de transaction en Ether, donc il te faut de l'Ether, donc tu rentres dans autre chose que simplement du NFT, tu rentres dans la crypto. Ensuite, tu fais une transaction, tu t'aperçois que tu peux balancer 100 000 $ pour 2 centimes. Oui, donc c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et donc là, tu fais, OK, il y a peut-être d'autres intérêts que juste les NFT. Et donc là, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'il reste quand même le sujet de la volatilité, où en tant que grand groupe, c'est impossible. On ne peut pas perdre 30% du jour au lendemain. Et là, tu dis, en fait, les stablecoins. Oui, OK. Et là, ils sont hyper intéressés. Et effectivement, il y a plein de grands comptes qui commencent à regarder, au moins pour du paiement interfilial, parce que le problème du stablecoin, ça reste aussi un des problèmes de la crypto, c'est que c'est hyper pratique, mais il y a besoin d'adoption. Si tu es tout seul à payer en stablecoin et qu'en face on le refuse, ça sert à rien. Donc, le stablecoin peut être utilisé. Dans un premier temps, c'est plus facile de le faire en interfiliale d'un même groupe, parce qu'il suffit que la direction dise maintenant tout le monde accepte les stablecoins et c'est réglé. Mais il y en a qui commencent à démarcher leurs clients, leurs partenaires pour dire les gars, est-ce qu'on passerait pas au stablecoin parce que ça nous éviterait de perdre 3 jours, de payer des centaines d'euros, etc. Et donc là, le stablecoin aujourd'hui est en train de servir d'une porte d'entrée très importante vers le monde des cryptos. La partie Bitcoin pour les entreprises aujourd'hui, ça reste un sujet d'industrie financière. Il y a des gens qui veulent en acquérir, donc il faut que je serve le marché, très bien. Mais pour les entreprises lambda hors financier, pour l'instant, le sujet c'est 80% tout ce qui est écosystème Ethereum. Donc stablecoin, NFT, nanana, et 20% Bitcoin, ok, peut-être en diversification un jour, mais bon, je ne crois pas que l'euro va s'effondrer, donc au revoir. Ouais. Mais la grande force, là tu parlais par exemple, c'est sur le milieu du paiement, effectivement, et donc ce que tu dis, c'est que quelque part, sur le segment du paiement,
c'est quand même les stablecoins qui répondent le mieux à ce besoin. Bon, ben là, tu rejoins Mark Zeller, et même moi, en pratique, ça se voit. Et d'ailleurs, on le voit dans les volumes d'échange. Il y a des volumes monumentaux sur les stablecoins. D'ailleurs, la DeFi n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu des stablecoins. Sans les stablecoins. Par contre, sur la question censure aussi, juste pour dire le point, parce que c'était ta question, mais effectivement... mais c'est le cheval de Troie. Il y a le côté cheval de Troie, mais c'est juste qu'il faut être très précis dans ce qu'on dit effectivement aux gens, c'est que le stablecoin donne les caractéristiques des cryptos à des paiements fiat. Oui. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est divisible, transférable, mondial, qui ne ferme pas le dimanche, le week-end. Donc custodial des fois. Qui est donc custodial des fois, etc. Cependant, ça reste quelque chose de géré par quelqu'un qui peut vous censurer. Donc vous n'avez pas cet aspect incensurable. Mais c'est un compromis. C'est un compromis. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut avoir en tête le compromis qu'on fait quand on l'utilise. C'est tout. Mais effectivement, c'est un cheval de Troie de censure. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe devrait avoir un stablecoin, mais elle ne le fait pas. Mais ça c'est une question que j'avais pas prévue, mais moi je ne comprends pas très bien. Par exemple, je ne comprends pas du point de vue de l'individu, c'est le point de vue dans lequel je me pose bien souvent, l'intérêt des monnaies numériques de banque centrale en comparaison des stablecoins, qui répondent déjà. La question, elle se pose en amont. C'est quoi une monnaie numérique de banque centrale? Oui, mais toujours pas. Oui, mais bon. Parce qu'hier il y avait aussi une table ronde que j'ai faite sur les MNBC, la cohabitation de la finance traditionnelle avec les. Pour moi, c'est une menace. Hein. Les MNBC, qu'est-ce que clairement une menace. Mais au-delà de ça, en gros, c'est les MNBC. Bon, c'est un sujet à part entière, mais si je suis taquin, monnaie numérique de banque centrale, l'euro est une monnaie numérique et elle est de banque centrale. Donc l'euro est déjà une MNBC. Merci, circuler. Si je suis un peu plus dans le sujet, monnaie numérique de banque centrale. Aujourd'hui, c'est une liste au Père Noël, c'est rien d'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous parle d'une monnaie numérique de banque centrale, c'est toujours « ça fera ». Moi, ça me dérange pas. Toujours pas comment ça marche. Si la monnaie numérique de banque centrale pouvait rester éternellement dans le futur, je m'en porterais très bien. Ce sera aux frais de tes impôts, mais. Mais en gros, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que soit on va s'apercevoir, soit ça va faire comme la Banque du Japon, c'est-à-dire on va attendre 5 ans, et au bout de 5 ans, on va dire en fait, il n'y a pas de demande, ça sert à rien et on arrête. Belle preuve de réalisme. Un peu de réalisme. Soit ça va être bifurqué dans une optimisation de SWIFT. Pourquoi pas? S'ils gagnent 0,2% sur des transactions interbancaires, très bien, c'est même beaucoup 0,2%. Et donc c'est très bien, mais c'est juste que c'est pas une innovation de rupture. Donc arrêtez d'en parler, de faire des groupes de travail stratégiques au niveau de l'État, etc. Laissez les DSI des banques s'en charger. Soit c'est effectivement plus inquiétant, c'est qu'on veut forcer un rond dans un carré et on dit on va quand même faire une MNBC de retail, mais comme ce que je réitère, c'est que alors on parlait de censure tout à l'heure, mais la proposition de valeur initiale des cryptos et de Bitcoin en particulier, c'est l'incensurabilité. C'est la capacité à faire de la transaction avec personne qui te dit oui, tu as le droit. Et c'est ça qui crée le fait que c'est un actif et pas un passif. Donc le Bitcoin, historiquement, est le seul actif numérique. Alors, au moins un terme dans la loi française qui est bien choisi, c'est que c'est un actif, effectivement. Quand tu fais une MNBC, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu fais un actif et on ne sait pas faire autrement que Bitcoin. Donc il ne faut pas de banque centrale, et donc c'est complètement paradoxal. Donc elles ne le feront pas. Soit tu as l'autre solution, qui est de refaire un passif, et donc ce sera dans les comptes de quelqu'un, et donc soit c'est une banque commerciale, rebelote, on repart sur le même sujet, soit c'est une banque centrale. Et dans ce cas-là, on va avoir la problématique de la Chine en ce moment, c'est-à-dire à quel point est-ce que je veux que la banque centrale gère tout ce que je fais, me dise que je consomme pas assez et que donc du coup on va se lâcher mon argent, me mettre des taux d'intérêt négatifs, etc., etc. Mais on revient sur l'outil de contrôle, parce que pour moi c'est un outil de contrôle économique et social. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu peux geler les comptes d'un opposant, tu n'as pas besoin de le mettre en prison. Oui, c'est quand même plus pratique, tu appuies sur un bouton, voilà. Mais c'est pour ça que je suis effectivement très inquiet, comme toi. Je pense que c'est pas innocent que le pays qui s'en sorte le mieux sur les MNBC, c'est la Chine. Voilà. Et ensuite, tu as l'outil de contrôle économique que tu parlais, c'est par exemple imposer des taux négatifs. Tu peux pas le faire tant qu'il y a du cash. Et donc je sais qu'il y a une lutte, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai, une lutte contre le cash. Et moi ça m'inquiète, c'est-à-dire que où on va mettre des limites justement de paiement, et c'est encore une fois, c'est une volonté de contrôle sur les populations, de leur comportement ce coup-ci économique. Mais bon, c'est quand même le droit le plus strict de ne pas vouloir voir son capital fondre sur un compte qui est taxé à 2%, parce que des gens sont trop demandés. Malheureusement, le discours ambiant en ce moment, c'est toujours que c'est pour votre bien et que, en gros, assez rapidement, ça va être assimilé à de la richesse qui n'est pas productive pour la société, qui donc du coup devrait être slashée, etc. C'est un peu la thèse. La boîte de Pandore, en gros, est ouverte aujourd'hui, dans la mesure où si on a été capable de sortir des dizaines de milliers ou des milliards d'euros pour sauver l'économie,
Maintenant, la question, c'est pourquoi on ne les sortirait pas pour sauver l'hôpital, l'école, l'environnement, etc. Ben, Et donc, la Banque centrale l'histoire se répète. Européenne, qui, je le rappelle, est indépendante théoriquement et a une seule mission, c'est la stabilité des prix. Elle n'a pas d'autre mission. Elle fait de la politique. Malheureusement. Ouais, donc, oui, quand on va rentrer là-dedans, c'est une illusion de croire qu'effectivement la MNBC ne va pas, 6 mois après sa mise en circulation, commencer à servir à faire de la politique. C'est une illusion de penser que ce ne sera pas le cas. Et voilà, ça va être très difficile. Je crois qu'il y a une phrase, une blague, je ne sais plus de qui elle est, il n'y a rien de plus durable qu'une mesure temporaire. Qu'une mesure politique. Donc, bon, mais très bien. Merci sur ces sujets. Là, je reviens aux cryptos plus en détail. Alors, notamment à Ethereum et à la finance décentralisée. Est-ce que tu as eu l'occasion de te pencher dessus? Moi, je trouve. Oui. Ah, voilà. Ça fait partie. Enfin, j'ai pas suivi l'actualité récente, mais je suis utilisateur régulièrement, oui. Ouais, bon, on est d'accord que c'est moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Par exemple, une des limites de Bitcoin. Donc, on a vu les paiements. C'est vrai que ça répond par les stablecoins. Bitcoin, l'avantage que ça a, c'est que c'est une monnaie dure. C'est le premier actif numérique. Mais dans les choses difficiles à faire avec Bitcoin, par exemple, c'est de le prêter sans passer par un intermédiaire de confiance. Et c'est vrai que la finance décentralisée permet de faire fructifier ou vivre son capital dans des fonctions économiques classiques. Je trouve que c'est un énorme marché, donc bon, ça me remplit de joie. Donc, mais on le retrouve, ça tu as plus ou moins répondu au tout début, dans ton folio, il y avait 2 majeurs, c'était Bitcoin et Ether. Tout à fait. Donc, ma conviction, c'est que, fondamentale, c'est que Bitcoin est tout seul sur son créneau. Mais bon, après, c'est pas plus mal. Non, mais je donne juste ma conviction. Bitcoin est tout seul sur son créneau, et comme son créneau, c'est la monnaie, l'universalité fera que en fait, l'effet de réseau est tellement fort qu'à moins d'un cataclysme total, Bitcoin a déjà gagné sur son créneau. Ah, ok. Tu vois, ouais. Mais je vois c'est un gros créneau quand même, la monnaie. C'est un marché monumental. Là, je parle en concurrence monétaire, non pas contre les monnaies fiat, je parle en concurrence monétaire contre les autres cryptos. C'est-à-dire que un Litecoin, un Dogecoin, peu importe, qui n'ont pas d'autre utilité que d'être de la rareté numérique, comme Bitcoin, puisque c'est la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas d'intérêt parce qu'en réalité, il y en a un qui prend tout le marché. Et que dans ce cas d'usage-là, c'est le marché qui crée son effet de réseau. Donc, tu pourrais avoir la privacy, tu vois, avec du Zcash et du Monero qui serait sur ce même segment de la monnaie. Mais ce ne sera jamais utilisé de manière aussi universelle, parce que la privacy, tu l'as dit toi-même, sera combattue dans tous les sens. La plupart des exchanges se retrouvent à délister les coins privés. Mais tu pourras avoir un grand drame qui mettrait la théorie du grand choc, qui te fait ouvrir les yeux et qui te fait réaliser que la privacy est importante. Tout à fait. Mais je pense dans un scénario crédible à 90%, je pense que Bitcoin a déjà gagné sur son créneau. Mais il y a un deuxième créneau qui est celui des blockchains programmables. Sur celui-ci, je mettrais moins ma main à couper, mais je pense que sauf cataclysme, cataclysme égale la merde, je passe mal, 3 semaines après, le proof of stake est attaqué et c'est le bordel. Ethereum a gagné. Ethereum a gagné. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se focalisent beaucoup trop sur la proposition de valeur technique, c'est-à-dire en disant telle blockchain fait ça mieux, telle blockchain fait de la preuve formelle, telle blockchain fait de la preuve d'historie, machin. On s'en fout, en fait. Oui, non, mais ça d'accord, mais alors attends, moi j'ai quand même une critique. Alors maintenant, ça a l'air d'évoluer parce que en fait, il y a quand même eu ce passage de la proof of work à la proof of stake a été prophétisé pendant des années. La time bomb a été ralentie 3 fois, donc à tel point que, je veux dire, même moi qui ai de la sympathie pour Ethereum depuis le début, je me suis dit, non mais là je redeviens optimiste. Mais je m'étais dit à un moment donné, peut-être que c'est Vaporware, ça n'arrivera jamais, qu'adviendra-t-il? Alors peut-être que je suivais pas d'assez près, et c'est vrai qu'il y en a qui ont toujours regardé, et c'est en train d'advenir. Mais il y avait quelque chose qui était très concret, c'est-à-dire que ces blockchains programmables Ethereum marchaient, mais les frais étaient prohibitifs. Oui, c'était la finance décentralisée. C'était la finance décentralisée, oui, mais pour les millionnaires. Et là, quand même, on voit que le protocole évolue, et donc, alors c'est pas encore la scalabilité. Attendons de voir. En septembre. Non, mais donc, sur cette dichotomie, bref, une fois que ces convictions sont dites, effectivement, je pense que la DeFi c'est intéressant, mais je pense que la DeFi, à l'heure actuelle, ça reste un POC géant. Je sais pas. Tu vois, pour moi, il y a encore très peu de connexions au monde réel. Et on est juste en train de prouver que 80% des usages aujourd'hui de la DeFi, c'est je pose un collatéral quelque part pour sortir un jeton, et ce jeton, je vais le poser en collatéral quelque part pour sortir un autre jeton, que je vais mettre en collatéral quelque part pour mettre un autre jeton, qui lui-même me servira de gouvernance, que je vais séparer en 2 jetons pour aller mettre en collatéral, et c'est sans fin. Donc, pourquoi je dis que c'est un POC géant? Parce que
il faut qu'on puisse battle-tester ce truc-là et vérifier qu'en créant 18 couches de jetons qui renvoient à machin, qui renvoient à bidule, ça va pas s'effondrer. Je mets justement un warning là-dessus, c'est que je trouve qu'effectivement, et on l'a vu avec les Curve Wars par exemple, la complexité fait que là, on commence à revoir des choses qui ressemblent à des produits entre guillemets toxiques. C'est-à-dire que le commun des mortels se retrouve incapable de lire le fait que ce jeton renvoie à un autre jeton, qui 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 lui-même est la gouvernance d'un jeton qui renvoie à un autre jeton. En fait, tu n'y arrives plus. Donc, pour moi, il y a ce truc-là qui reste quand même une épée de Damoclès, c'est que oui, on vérifie que ça marche. Oui, ça a été résilient. Parce qu'il y a eu certains chocs et le die, par exemple, n'est pas mort malgré des. Donc, on est en train de vérifier ces trucs-là et c'est pour ça que je parle de POC géant. Demain, on a une connexion avec le monde réel. Là, pour le coup, je vois pas comment des trucs ne deviennent pas décentralisés parce qu'il y a un côté efficacité qui est très fort et il y a un côté résilience qui est très fort. Mais cette connexion avec le monde réel, elle va passer par du tiers de confiance à un moment donné, mécaniquement. Que ce soit de l'oracle ou quoi, hein, ça peut être un oracle décentralisé, etc. Mais il y aura une connexion au monde réel à faire. Et donc, pour l'instant, ça reste quelque chose qui, oui, prouve que ça sert et que ça marche, mais reste un monde très fermé sur soi. Oui, de par la complexité, c'est sûr que le principal frein, c'est la complexité. Mais ok, je trouve qu'il y a quand même des ponts. Alors ça, c'est pas tout à fait la finance décentralisée, mais par exemple, la SEO, c'est une variante du capital risque. Hein. Oui. C'est-à-dire que ça permet, c'est le plus puissant des crowdfunding. Hein, C'est le plus puissant, oui. En fait, comment dire, les ICO sont très souvent malheureusement galvaudés. Il y a un côté où... Mais à l'image de beaucoup de projets que sont déposés à la BPI, certainement. Hein. Très certainement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on gagnerait en clarté. C'est-à-dire que des projets dont les ICO sont pertinents, en réalité, il y en a extrêmement peu dans la mesure. Et quand je dis pertinent, c'est que le jeton a une utilité. Et quand je dis le jeton a une utilité, ça veut dire si je l'enlève, ton projet ne marche plus. Pourquoi je ne me servirais pas à la place de Bitcoin ou de l'Ether? Voilà, exactement. Et la plupart des projets, quand tu poses cette question, le projet s'effondre. Maintenant, on gagnerait en clarté à dire effectivement, ok, on peut faire une ICO qui représenterait de l'equity. Tout simplement. Oui, mais bon, on revient aux freins réglementaires qui déterminent quand même l'usage. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que si ces contournements et ces acrobaties pour prétendre un certain usage, un token d'usage, c'est pour éviter la réglementation des securities. Voilà. Mais donc les ICO sont très puissantes, mais on a eu une effervescence, puis on a eu un creux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est coincé entre assumer que c'est l'equity, ce qui est le cas dans 95% des cas, mais qui est illégal. Mais tu sais ce que c'est les nouvelles ICO? Ce sont les NFT. Oui, non, mais c'est vrai, effectivement, oui. Et en plus, ce qui est bien avec les NFT, c'est que tu n'as même pas besoin d'inventer une utilité, parce que il y a ce côté, c'est de l'art. Voilà. Donc tu dis juste, voilà, les gens mettent ce qu'ils veulent. Et ça permet de trouver une source de financement et de financer un projet. Après, c'est le nouveau contournement. C'est le lot de toutes les innovations, d'avoir ce côté exubérant où il y a du capital qui arrive, et puis il y en a beaucoup qui est perdu, mais sinon on ne financerait pas l'innovation. Je suis d'accord, moi je trouve ça plutôt positif. Bon, ben là on arrive à la fin de l'interview. J'ai deux dernières questions. Donc ma première question, c'est tu es maintenant depuis plusieurs années, tu m'as dit tes premiers intérêts. Alors à ce moment-là, tu n'avais pas de capital disponible, mais c'était 2015. Ensuite, on m'a même dit, je salue Agathe qui va peut-être nous écouter, mais que Agathe me dit que je lui avais parlé de Bitcoin en 2012. Alors, je n'en ai aucun souvenir. mais si on la croit, je suis depuis 2012 Bitcoiner. Et donc bon, ça fait depuis maintenant un grand nombre d'années que tu t'intéresses. Quels sont tes enseignements? Tu as forcément fait des erreurs, tu as eu des coups de génie peut-être, des moments de surprise, d'étonnement. Est-ce qu'il y aurait des grands enseignements, des leçons à retenir de ce long parcours et des bonnes résolutions que tu as pu vouloir prendre, ou en tout cas tes enseignements? Un petit retour d'expérience. C'est pas évident, hein, c'est à chaud. Le premier enseignement, je l'ai déjà dit, mais c'est vous n'êtes pas plus intelligent que le marché, quoi. Donc stop, arrêtez. Si vous êtes trader, tradez. Si vous n'êtes pas trader, tradez pas, quoi. Et je pense que quasi 100% des gens que j'ai rencontrés sont tous retrouvés à perdre effectivement 90%, 80% de leur capital, parce que c'est comme au casino. Moi, mon père me disait toujours, le pire au casino qui puisse t'arriver, c'est de gagner. Parce que après, t'es dans l'euphorie et t'as gagné, donc tu continues, puis tu perds, tu fais ouais, mais j'ai gagné la première fois, donc je remets, et puis à la fin, t'as plus rien. Donc oui. Comment tu ferais pour pallier à cette difficulté du trading? Toi, tu as choisi par exemple le DCA ou je ne fais plus rien, moi. J'achète tous les mois et merci, au revoir, je ne regarde pas le cours. Donc c'est un bon enseignement. C'est-à-dire que tu minimises ton temps, tu as tes convictions
J'ai 90% ou 95%, je le disais tout à l'heure, de mon portefeuille qui relève de la conviction long terme. Et je touche pas. Voilà, je suis pas en train de dire être BTC est à 0,07, donc je vais changer machin. Non, j'en ai. Je gère avec des amis des cartes horaires, des NFT, des machins, des bidules, mais ça reste quelque chose sur lequel je passe pas un temps énorme. C'est plus effectivement quand je vois mon projet passer, que je trouve intéressant, j'y mets une bille. Mais là, c'est presque ludique. C'est presque ludique, ouais. Mais ça relève pas. Tu vois, quand je dis j'ai arrêté de trader, tu vois, j'ai pas un écran de trading avec des candles devant mon écran et à faire ça va baisser, ça va monter. Franchement, j'en sais rien. Et en fait, même au-delà de ça, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que moi mes sujets de prédilection, c'est l'analyse fondamentale, c'est les idées, c'est la géopolitique, c'est les enjeux économiques, c'est la souveraineté, c'est de faire en sorte que la France rate pas le sujet. Savoir le prix du Bitcoin à un temps T, je m'en fous, quoi. C'est pas, vraiment. Et ce qui est très frustrant parce que la plupart des interviews auprès des médias commencent par un petit point sur le Bitcoin et son prix. Je m'en fous. Tu sais que le plus important avec Bitcoin, c'est pas son prix, c'est sa quantité. Et donc, je dis souvent, moi, quand j'essaie d'expliquer Bitcoin, je commence par une des phrases qui est je vais pas vous expliquer si ça vaut 20, 30 ou 100 000, par contre, je vais vous expliquer pourquoi ça vaut pas 0. Ah oui, c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Et moi, l'autre conviction que j'ai cru lire dans l'interview, c'était l'importance de l'adoption. C'est-à-dire que l'adoption par les gens qui détermine en fait le comportement, que ce soit des acteurs économiques institutionnels, c'est-à-dire des banques, ou que ce soit finalement des décideurs politiques. C'est ce que j'ai lu en filigrane. Alors c'est une conviction que je porte depuis des années parce que même... Oui, mais à laquelle tu t'es confronté. Oui, bien sûr. Mais on avait eu même ces débats au sein de Shentech et Adan, etc. Et moi, la conviction que je portais, c'était qu'effectivement, il y avait un enjeu de combat culturel qui est malheureusement un enjeu qui ne porte pas ses fruits tout de suite. Parce que c'est comme tous les combats culturels. Ça prend du temps, mais tu es content de l'avoir fait quand tu gagnes parce que à la fin, c'est toi qui as gagné et qu'une fois que culturellement c'est ancré, c'est très difficile de le changer. Aujourd'hui, ce combat culturel, je pense qu'il est en bonne voie. Il est très lent, malheureusement, mais il faut continuer de le mener. Si on est très très court terme, dans le réel de maintenant, le combat culturel, il y a alors sans donner de conviction politique personnelle, mais il y a un verrou assez évident, plutôt à gauche, sur l'environnement, sur la spéculation, qui sont des sujets que la gauche n'aime pas. Et donc, comme la gauche a une forme de primauté morale en règle générale dans le débat politique, c'est le verrou. Le verrou aujourd'hui, c'est que si tu veux convaincre des gens, tu dois faire en sorte, et en plus, ce qui est vraiment hyper frustrant, c'est qu'au départ, Bitcoin, c'est un commun, la gauche devrait être les premiers dessus. Mais moi, je suis d'accord. Et malheureusement, ils sont rentrés par la porte, c'est de la spéculation, ça vaut rien et ça pollue l'environnement. Et donc du coup, tant qu'on ait ce blocage au niveau de la gauche majoritairement, on n'arrivera pas à passer cet effet de seuil il y a beaucoup trop de gens qui sont bloqués sur ces trucs-là. Et il y a un blocage. Donc il faut le débloquer, ce truc-là, sinon le combat culturel, il va patiner pendant un moment. Je suis d'accord avec toi, parce que moi, en fait, les freins que j'ai rencontrés, donc j'avais analysé quand je voulais parler de ces idées-là, et je voulais les diffuser. Et donc il y avait plusieurs segments, et à un moment donné, je m'étais dit, Bitcoin, c'est un protocole, c'est du logiciel libre. Et j'étais allé voir des adeptes du libre, et il y avait eu beaucoup de réticences à Bitcoin, et ce que je ne comprenais absolument pas, parce que c'était la première monnaie libre de droit, je veux dire, décentralisée. Enfin, franchement, l'éthos de Bitcoin, je le trouvais pour moi irréprochable. Et en fait, autant il s'intéressait à Linux, autant il détestait Bitcoin, tout simplement parce que c'était de la monnaie. Exactement. Et en fait, cet aspect volatile bloquait tout le débat. Et en fait, et la dernière réflexion à laquelle je me suis venu, c'est qu'en fait, quand tu viens dans c'est pas forcément l'intelligence des gens, parce que c'était des gens intelligents, tu vois, c'est pas forcément, ils sont de bonne foi, mais souvent le blocage, il est conceptuel. Et il y en a pour qui la monnaie est indissociable de l'État. Oui. Et en fait, cette concurrence monétaire est très difficile à accepter, qu'il puisse y avoir des alternatives monétaires à l'euro qui soient légitimes, en fait. Le Bitcoin ne va pas forcément remplacer l'euro ou le dollar, c'est une alternative, mais qui a des propositions de valeur valables. Hein. Bien sûr. Pour te donner une idée, ce qui est marrant, c'est que moi, en 2016, je crois que ça devait être en mars 2016 ou avril, Blockchain France, donc moi et mes associés, on avait eu je crois que c'était le même jour, on avait le matin une table ronde au MEDEF et l'après-midi les journées du Parti communiste.
Ah, bon, ben, Et donc, nous, à l'époque, on était... Quel Jean-Claude Van Damme sur... Non, en fait, ce qui était formidable, de rétroviseur. à l'époque, il n'y avait pas encore ce côté campé sur ses positions, ce qui faisait que le communisme s'y intéressait parce qu'il y a commun dedans, et de l'autre côté, les patrons étaient en mode... c'est vrai avec Internet. C'était vrai. Parce que ce qu'on retrouve, c'est qu'Internet n'est pas réservé à, je veux dire, la droite ou la gauche. Voilà. Et pour moi, Bitcoin non plus. Exactement. Sauf que cet esprit-là, encore d'ouverture, parce qu'il y a une forme de curiosité sur un objet, un ovni qu'on ne comprend pas il y a 5-6 ans, aujourd'hui, alors aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est carrément verrouillé. C'est maintenant, si t'es républicain, t'es pro-Bitcoin, si t'es démocrate, t'es contre. Ok, d'accord. En France, c'est pas encore complètement verrouillé, mais comme je le disais, il y a vraiment un côté où maintenant, même ne serait-ce que par pression sociale, si tu es dans un mouvement de gauche et que tu es pro-Bitcoin, tu vas passer pour le C'est l'angle de l'écologie qui va complètement briser parce qu'on va te dire... Encore une fois, c'est spéculation. Tu l'as dit toi-même, il y a un côté très étatiste. Alors que moi-même, je suis pas, encore une fois, je suis le libertarien de base. Je suis plutôt souverainiste, étatiste, ça va plus entendre. Donc j'ai rien contre l'État, je suis même plutôt pour, mais il y a un côté effectivement. Non, mais c'est les échanges qu'on avait pu avoir avec cet économiste pour qui en fait on allait faire. C'est la boîte de Pandore dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va manipuler la monnaie pour servir des buts nobles, la transition écologique, mais sans se rendre compte que si tu crées 500 milliards, 1000 milliards, 1500 milliards pour la transition écologique, et c'est ce que je réponds dans mon manuel de survie. Oui, bien sûr, mais qui est très vrai. À la fin, je dis, en fait, Michel, bon, il s'appelle pas Michel, mais tu n'as aucune idée de ce que les gens feront avec ça. Toi, tu veux que ce soit la transition écologique. Cependant, si on fait un sondage auprès des Français, maintenant, tout de suite, j'ai 5 sujets avant. J'ai la sécurité, le terrorisme, l'immigration, le machin. Donc, on fait quoi? On crée de la monnaie pour renvoyer les gens chez eux, qu'il n'y ait pas d'immigration, pour acheter des tanks pour l'armée. En fait, créer de la monnaie ne crée pas de la valeur. Non, mais bien sûr, c'est différent. Malheureusement, effectivement, il y a ce côté, la monnaie doit être au service du bien commun, qui n'est pas forcément, encore une fois, je suis un peu étatiste, donc je pense qu'il y a, tu vois, Bitcoin peut être un étalon sur lequel on construit une surcouche d'une monnaie étatique, avec une référence à un étalon, pourquoi pas, ça peut être une solution, mais il y a besoin de garde-fous, on peut pas non plus dire la monnaie va régler tous nos problèmes, c'est pas possible. C'est vrai, mais en plus, je crois que tu disais un des autres arguments, moi, que je trouve très pertinent, c'est qu'il y a rien de plus, comment dire, qui incite à surveiller sa consommation qu'une monnaie finie. C'est-à-dire qu'un Bitcoin que tu dépenses, c'est souvent un Bitcoin que tu regrettes, c'est toi qui l'as dit. Donc, ça t'incite à la sagacité, contrairement à une monnaie, en fait, qui est imprimée par trillions, je veux dire, et donc, qu'est-ce qui va avoir l'impact sur les ressources naturelles? Je veux dire que tu vas consommer un Bitcoin, tu hésites avant de l'échanger contre une ressource naturelle. Tu hésites. C'est parce que c'est très ancré, encore une fois, à gauche, parce que la gauche s'est construite sur le dernier siècle sur le productivisme. C'était la gauche ouvrière, la gauche marxiste entre guillemets. Et d'ailleurs, Mélenchon s'était exprimé plusieurs fois là-dessus en disant qu'effectivement, lui, son passage, par exemple, sur la transition écologique, puisque Mélenchon a toujours été un écologiste convaincu, a exigé de lui une refonte conceptuelle, notamment sur la partie productivisme. Parce que pour le marxiste de base, il faut mettre en commun les moyens de production pour produire à la fin, pour maximiser le bien-être matériel de tout le monde et produire toujours plus. Et il y a ce côté dans la transition écologique qui consiste à dire non, en fait, produire toujours plus n'est pas une bonne idée. Et de la même façon, il y a besoin de ce saut conceptuel quand on passe à Bitcoin, qui est de dire, en fait, la monnaie effectivement actuelle incite à la consommation. Oui. Et donc, ce n'est pas compatible avec la transition énergétique et écologique. Et ça, ce saut conceptuel n'a pas encore été fait. Et ça prend du temps. Alors que Bitcoin est compatible. Bien sûr, moi, c'est ce que je pense. Mais je pense effectivement que sans monnaie, la question devrait être posée dans ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce que le système monétaire actuel est compatible avec la transition écologique? Je ne le pense pas. Et on l'a vu, on en a eu une preuve pendant la pandémie. C'est-à-dire que normalement, tout aurait dû s'arrêter. Rien ne s'est arrêté parce qu'on a inventé de l'argent pour que les gens restent chez eux, mais que ça tourne quand même. Et donc, une fois qu'on a vu ça normalement, si le but, je vais faire lever des gens, mais si le but, supposons, est de respecter les accords de Paris et de dire qu'on perd 5% de CO2 tous les ans d'émissions, donc de faire de la sobriété, on s'aperçoit que même dans une situation catastrophique, on arrive quand même à sortir de l'argent pour faire semblant. Oui. Donc normalement, on devrait avoir une illumination de se dire, ok, ce système ne marchera pas en réalité pour la transition écologique. Donc ça doit poser la question de quel système monétaire fonctionnera, et je pense que Bitcoin est une bonne alternative, oui.
Écoute, je te rejoins. Là, c'est vraiment le mot de fin. C'est le pronostic. On va nous mettre dehors. Ouais, on va nous mettre dehors, mais c'est le mot de fin. J'ai un pronostic. Il n'est pas sur le prix, puisqu'on a dit que ça a agacé tout le monde. Il est sur l'adoption, justement. Donc, on est à 8%. Est-ce que tu aurais un petit... Je pense qu'on est déjà plus à 8%. Ah, dessus, parce que 8%, voilà. c'était Et donc, décembre, janvier. dans les années... Donc, quel serait, par exemple, un beau taux d'adoption atteignable dans les années à venir? Est-ce que t'en as... Alors, c'est une question que je te sors du chapeau, mais c'est celle qui m'intéresse depuis. Ce taux d'adoption, moi, me fascine. Le pari qu'on faisait en début d'année, lorsqu'on a sorti le 8%, en regardant les chiffres, c'est que c'est crédible qu'on soit à 12% en fin d'année. Bon, mais voilà. C'est crédible. Après, je ne sais pas si c'est la tendance, parce qu'il n'y a pas eu de sondage depuis. Peut-être qu'on en refera un, il faudra que je vois avec nos amis de la DAN. Mais je pense qu'effectivement, on va être amené à avoir 12-15% assez rapidement. Moi, je pense qu'on sera à 15 sous 2 ans. Entre un sixième et un septième de la population, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Ouais. Bah ouais. Et bien, on se quitte sur ces beaux mots. Encore merci de t'être prêté l'interview qui a duré 2 fois plus longtemps que prévu.